Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, une heure pour revenir sur bien sûr la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. 4 sur 4 pour les clubs marocains dans les compétitions africaines et puis les préparatifs à la Coupe du Monde. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet avec ce match vendredi contre la Serbie à Turin et puis contre l'Ouzbékistan mardi à Casablanca. Et puis il sera question également de l'ADN du club, le football européen. Julie Rosselin, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir à tous. Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Zélel, bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver. Pour de vrai, on est très très content de retrouver Amin Rahmouni, que j'ai plus croisé sur ce plateau depuis bien longtemps. Hein. Pour sa plus grande joie, la mienne. La tienne. Bon les amis, avant donc de commencer, ce petit cadeau pour vous. Voilà, donc on avait beaucoup critiqué le logo quand il a été dévoilé, quand je dis on, mais en tout cas la sphère médiatico-twittero-facebookienne, elle a beaucoup critiqué. Plus personne n'est sur Facebook. Comment ? Plus personne n'est sur Facebook. Ah, c'est plus à la mode. Moi, je te fais des updates de temps en temps, là, non. Ah, plus personne ? Non, franchement. Ah bah non, je suis désolé. Moi, je veux que beaucoup de monde reste sur Facebook parce qu'on a des millions de gens qui sont sur Facebook. On ne va pas aujourd'hui les abandonner. Par contre, ce film fait plutôt l'unanimité. Ouais, non, parce que c'est un super film. Il faut le dire très franchement. J'ai beaucoup aimé en fait cette unicité qui s'en dégage. Ou du moins, voilà, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même le projet de tout un pays qui est porté par toutes les couches sociales. Et je crois que c'est là où a été l'intelligence du film. C'est pas de focaliser juste sur ce qu'il y a de bien. On a mis l'accent sur toutes les strates, on va dire, d'un pays, à tous les niveaux. Il y a eu des gens, enfin, des riches, des pauvres, des amoureux du foot, des hommes, des femmes. On a l'impression quand même, du moins, on veut donner l'impression que tout le monde est concerné par cette candidature. Et c'est très joliment filmé aussi. Bon, faut le dire, techniquement, c'est très très bien fait. Le storytelling est sympathique. Donc moi je pense oui c'est un très joli film de campagne. La musique est très belle, la tout est très bien, franchement très belle, tout est très très bien, très joli. Et après je trouve que c'est à l'image en fait de la présentation. Moi j'ai trouvé pour avoir un peu tout vu, j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était classe, que c'était concis, que c'était assez simple. Et pour revenir sur l'histoire du logo, n'oublions pas que le logo de la candidature n'est pas le logo final. Exactement. Donc mais d'ailleurs il a tenu à le préciser. Mais là où Jalal a raison, c'est que en fait
je pense qu'on peut mesurer la qualité d'un produit à l'aune effectivement des réactions qu'il suscite. Autant le logo a été stigmatisé de partout, notamment sur les réseaux sociaux, même Facebook ou Tiem Être, autant effectivement ce film a été très très bien accueilli sur tous les réseaux sociaux, a été beaucoup partagé, extrêmement commenté. Donc j'espère que notre candidature ira dans la lignée en fait de la qualité de ce film. Plus que l'unité ou l'unicité, moi je trouve que justement ça appuie aussi sur la ferveur et sur les supporters, qui est de toute façon le pilier de la candidature et qui est aussi c'est bien pensé, c'est très bien pensé. En parallèle, en opposition avec l'autre candidature pour le coup. En tout cas, samedi, ça n'a pas été que l'occasion de dévoiler ce film, mais de lancer véritablement cette candidature. Je rappelle que ce soit la candidature du Maroc ou celle qu'on appelle United 26, la candidature des États-Unis, du Mexique et du Canada, ils ne pouvaient pas dévoiler leur dossier avant le 16 mars. C'est fait, donc le Maroc a déposé le 15 mars son dossier de candidature au siège de la FIFA, et puis 2 jours après, Moulay Hafid El Alami a tenu un point de presse pour présenter justement les éléments du dossier de candidature du Maroc. Moulay Hafid El Alami qui a largement, mais alors là, largement souligné que cette organisation de la Coupe du Monde 2026 au Maroc s'inscrit en fait dans la stratégie de développement économique et social du pays. Un extrait de ce point de presse dans lequel le président du comité de candidature et pas d'organisation des candidatures du Maroc à l'organisation de cette Coupe du Monde évoque le début de cette campagne et ce point très très important du lobbying. On l'écoute. Nous avons rencontré des centaines et des centaines d'intervenants et plusieurs dizaines de votants, avec beaucoup d'engagement. Évidemment, c'est une compétition sportive, il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans une guerre nucléaire, on est dans une compétition sportive, qu'il faut jouer avec un esprit sportif. Et il faut battre avec un esprit sportif. Inch'Allah, on va battre avec un esprit sportif. Donc on ne dépose jamais le ballon, la raquette, peu importe le sport, avant que l'arbitre n'ait sifflé la fin du match. La fin du match, c'est le 13. Et nous, au niveau du comité et de l'ensemble des intervenants, on ne déposera pas ni le stylo, ni l'avion pour aller convaincre partout où il faut convaincre. Voilà, on ne déposera ni le stylo, ni l'avion, on ne déposera pas la raquette, on ne déposera pas le ballon. Voilà, le Maroc croit en ses chances. Oui, moi je crois que le Maroc a raison de croire en ses chances parce que je pense qu'en fait, à ce stade où on est, il ne faut pas faire l'erreur, à mon avis, d'opposer les deux candidatures. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut réaliser là, et ce que réalisera aussi l'équipe d'observation, l'équipe, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'inspection, c'est qu'il faut, je pense, comparer la candidature actuelle du Maroc avec la dernière candidature du Maroc, en fait, de 2003, du coup. Donc je pense que c'est là, en fait, où il faut se rendre compte que, effectivement, cette candidature d'aujourd'hui, elle repose sur bien plus d'infrastructures. Cette candidature, ce Maroc d'aujourd'hui, parce que le Maroc de 2018, et tout le monde est d'accord là-dessus, n'a absolument plus rien à voir avec le Maroc de 2003. C'est en ça qu'à mon avis, c'est à ce moment... Au moment précis où on est, c'est justement pour ça que je dis que je pense que c'est ces deux candidatures-là qu'il faut comparer et pas celle-là et celle des États-Unis. Mais à mon avis, on y reviendra plus tard dans la soirée sur ce point-là. Moi, j'étais à Zurich lors de l'attribution. Tu étais aussi, Joël ? Moi, je vous rappelle, encore une fois, j'ai été à toutes les candidatures du Maroc. C'est vrai. Mais je vous promets... Non, je promets rien du tout. Non, tu promets, tu t'engages. Tu promets, tu t'engages et tu signes. Je promets une chose. Je promets une chose. Non, je promets une chose. Je promets une chose. C'est que le 13 juin, je ne serai pas à Zurich, mais je serai à Moscou. Parce que ça se décide à Moscou. Oui, donc moi j'étais à Zurich à la candidature de 2005, c'était en 2005 il me semble. Et on l'oublie peut-être, mais je me rappelle qu'à cette époque-là, on avait autant de ferveur et d'assurance quant à notre dossier qu'aujourd'hui.
Effectivement, on n'avait pas les mêmes infrastructures, on n'avait pas les mêmes avancées qu'a connu le pays, parce que mécaniquement, en 15 ans, on a fait un grand bond en avant. Mais on avait cette même ferveur-là. Et l'assurance, bon, après, on sait ce qui s'est passé. C'était pas très clair. Ouais. Les têtes sont tombées par la suite. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je pense que Julie a raison sur un point. On ne compare pas les candidatures marocaines et américaines. On compare les deux candidatures. Mais ce qu'on a peut-être en plus maintenant, ce sont des faits réels. C'est-à-dire qu'avant, on avait on avait une assurance qui était basée sur une ferveur et une envie globale, mais rien ne suivait derrière. Et c'est très très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses, je pense, aujourd'hui, qui vont jouer en notre faveur et que les Américains n'ont pas, qu'ils le veuillent ou pas. La proximité. Et ça, on l'oublie souvent. Ouais. La facilité de déplacement. On est quand même à 2 encablures de l'Europe. On a beaucoup d'atouts. Alors, mon effet de l'ami, parce qu'il faut lui dire les choses clairement, on le suit un peu sur les réseaux sociaux, il y a des sceptiques, et c'est pour ça que je trouve ça très sain, c'est que nous sommes arrivés aujourd'hui à un degré de maturité où on peut débattre de grands projets aujourd'hui. Certains sont moyennement pour, voire pas du tout, parce que te disent effectivement ça peut être un couvre financier, on le sait, le Brésil le passe encore. Exactement. Certains te disent ça peut être un catalyseur effectivement au développement du pays. Donc moi je pense personnellement, j'ai mis du temps à avoir un avis, je pense que c'est une excellente chose. Maintenant, je pense aussi que on a des atouts solides. Ouais. Et c'est sur ces atouts-là qu'on va s'appuyer. Et parce qu'effectivement, le train est lancé. C'est-à-dire que les candidatures sont tellement diamétralement opposées qu'en fait, les atouts du Maroc sont exactement les points négatifs de l'autre candidature et inversement. Et vice-versa. Justement, tu as parlé, Amine, du gouffre financier, et en croire les chiffres donnés par Moulay Hafid El Alami, pas du tout. Parce que, et dans l'explication, on ne va pas rentrer dans les détails, les 15 milliards, 8 que coûtera, ou 5 coûtera cette candidature, en fait, il dit ce qui va accompagner cette Coupe du Monde, c'est juste 4%, parce que de toute façon, ça va être un investissement qui sera fait qu'on ait la Coupe du Monde. Je crois qu'on part de 12 milliards et demi avec 10 déjà prévus. Exactement. Mais au-delà de ça, Moulay Hafid El Alami s'est attardé également. Effectivement, il y a une énorme différence entre surtout cette candidature et les précédentes. Et autre différence, c'est par rapport aussi à la décision, parce que les règles du jeu ont changé, et le changement de mode d'attribution de cette Coupe du Monde laisse... ne fait pas l'affaire des Américains, surtout. Ne fait pas l'affaire des Américains, et laisse en tout cas entrevoir un petit espoir pour le Maroc et notre côte Moulay Hafid El Alami. C'est que c'est un changement stratégique qui a été opéré au niveau de la FIFA. Et que tous les process, toutes les procédures ont été réécrites de A à Z. Donc il est normal que ce tuning se fasse, et en autant qu'il se fasse de façon équitable pour tous les candidats, la question pour nous ne se pose pas. Nous n'avons pas perçu aujourd'hui des changements qui sont en notre défaveur. On s'occupera de le faire savoir si c'était le cas. Donc aujourd'hui, ce sont des critères que nous n'avons pas, que nos confrères ou nos concurrents sportifs n'ont pas aujourd'hui. Donc on va continuer à tuner, à corriger ce qu'il faut corriger si le besoin était. Est-ce que cela défavorise le Maroc? Moi, je vous dis aujourd'hui non. Ce que nous avons à date n'est pas défavorisant pour le Maroc. Maintenant, sur les règles de vote, etc., on est à l'écoute, on suit, on surveille ça de près, et nous avons des experts qui connaissent ça par cœur, donc ne vous inquiétez pas, nos intérêts seront défendus à ce niveau-là. Voilà, il est très clair. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que tu as un monsieur qui sait ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il ne serait pas là sinon. Maintenant, je trouve quand même qu'on n'a pas assez focalisé sur une chose, c'est qu'on a un rôle de tout petit poussé. Sur la dernière candidature, nous avions en face de nous l'Afrique du Sud, où ça s'est joué à peu de choses. Donc, on était, bon, effectivement, en termes d'infrastructure, ils étaient là, on était là, mais voilà, c'est 2 pays africains, parce qu'on devait l'attribuer à l'Afrique. Mais le alors tout que là, poussé, Amine, on a un petit poussé, moi, parce qu'il est évident ce statut, mais c'est un statut... Pour moi, le Maroc n'a absolument rien à perdre dans cette histoire. Tu viens de dire ce que le Maroc n'a rien à perdre dans cette histoire. C'est ça que je voulais venir. C'est qu'aujourd'hui, nous avons... Et ça nous rend encore plus forts. Voilà, et plus sympathiques. Et plus sympathique, parce que mécaniquement, tu auras toujours de la sympathie vers... Enfin, c'est David contre Goliath. C'est David contre Goliath. Et on va écouter, honnêtement, à vrai dire, c'est même David contre Goliath, Goliath et un demi de Goliath. Oh là là, non, c'est le petit-fils de David. Un Goliatho. Mais non, c'est le tout petit-fils de David contre le grand-père de Goliath. Mais effectivement, au-delà de ça, je pense que c'est bien de se lancer dans des batailles où on a vraiment tout à gagner et pas grand-chose à perdre. Parce que finalement, aujourd'hui, quand tu prends
cette compétition, parce que nous sommes en compétition contre cet immense triumvirat que sera donc les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais je pense que quand tu te lances dans une bataille comme ça, bon, voilà quoi, qu'est-ce que tu as à perdre, in fine? Qu'est-ce que tu as à perdre? Pas grand-chose. Alors que si on gagne, on aura terrassé un géant. Voilà. Et juste ça, je trouve ça fascinant quand même. Et justement, au niveau de ce comité de candidature du Maroc, on reste très très confiant. Et Moulay Hafid El Alami, c'est le dernier extrait qu'on passe ce soir dans cette édition de Club. Il lui affirme croire vraiment en les chances du Maroc. On l'écoute. Il dirait facile. Le Maroc a toutes ses chances. Je n'ai pas le droit aujourd'hui de commenter plus que ce que je vous ai commenté. Par exemple, c'est tellement encadré que la présentation que je vous ai faite aujourd'hui a été validée par la FIFA. Tous les gestes, tous les actes qui sont faits, on les présente à la FIFA pour avoir en amont un accord avant de les partager. Mais il est clairement écrit au niveau des règles de candidature que nous n'avons pas le droit de nous attaquer au concurrent, de parler de lui en négatif, en sortant des éléments qui ne sont pas bons. Donc je ne peux parler que de nous en disant voilà ce qu'on pense avoir comme critère positif. Voilà, Julie. Oui, mais moi je pense qu'il a complètement raison parce que une fois, il faut bien se rendre compte que maintenant on est sur 2 étapes. Donc là, la prochaine étape, c'est la fatidique en fait. Ouais. Cette mission, c'est la fatidique. Une fois qu'on a les notations et qu'on est au-dessus de 2, si j'ai bien compris, ouais, sur chaque notation individuelle et la moyenne, on y passe. Et après, un simple calcul et de voir la réaction des Américains qui commencent à craindre, qui essaient de court-circuiter globalement la chose, ouais, peut faire comprendre qu'effectivement le Maroc a toutes ces chances-là. Il faut, Julie, 104 voix des 207 votants. Voilà, sachant qu'en Afrique, c'est 52, 51 ou 54 fédérations africaines affiliées à la CAF. Après, Amine l'a déjà dit, sur le fuseau horaire, c'est globalement plus intéressant pour une majorité. Sur les transports, c'est globalement plus intéressant pour une majorité. Ce qui veut dire aussi, notamment pour les horaires, que sur les revenus, puisqu'on en avait parlé une première fois, ça veut dire que là aussi, pour beaucoup, ce sera plus intéressant aussi au niveau des revenus. Julie, je pense que c'est, à mon sens, c'est l'Afrique, c'est l'Europe plutôt, qui va arbitrer ce match. Bien sûr que c'est l'arbitre qui va arbitrer. C'est l'arbitre qui va arbitrer. L'Europe, pourquoi? Et l'Europe, quelle Europe? Parce qu'il y a 2 Europes. L'Europe méditerranéenne qui serait très intéressée par une Coupe du Monde au Maroc, pas seulement au niveau des horaires et des regards des matchs, mais au niveau aussi de l'investissement. Bien sûr, mais c'est même... L'Europe des Balkans ou la Russie serait plus contente d'aller aux États-Unis? Non, mais je parle d'un intérêt purement économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement, le revers de bâton, ça peut être que cette candidature clé en main américaine où tout est déjà construit va effectivement... on se rend compte que de l'autre côté, il y a peut-être effectivement des appels d'offres qui seront faits et que là, les Européens peuvent y être intéressés. On ne peut pas être que laudateur par rapport à cette compétition. On est tous contents. Moi, personnellement, je serais content qu'elle soit là. Mais ce que j'aimerais encore plus, c'est qu'on la réussisse. C'est-à-dire que le challenge... Mais pour ça, je te propose une chose. On va faire des émissions. Amine, je vais te proposer un truc. Te donner rendez-vous et te promettre une chose. Je te promets, il ne reste pas beaucoup de temps, mais la prochaine fois qu'on fera une émission après le 13 juin, quand on aura la Coupe du Monde, je t'invite aux 10 premières émissions. Non, mais il faut dire clairement. C'est bien, on est enthousiaste. Il faut réussir. Il y a beaucoup d'engouement. Moi, quand mon Hafid El Alami dit on a un dossier béton, on peut le faire, j'espère bien qu'il est lui-même convaincu de son dossier. Sinon, il ne serait pas là. Donc, à la rigueur, il enfonce des portes ouvertes. Mais ce que je dis, c'est que faut pas juste se dire qu'on doit avoir la Coupe du Monde. Ce n'est qu'un premier pas. Il faut réussir l'organisation de la Coupe du Monde. Mais d'abord, pour réussir l'organisation de la Coupe du Monde, c'est là où je ne suis pas du tout. Il faut d'abord réussir la candidature à cette Coupe du Monde. Et Moulay Hafid El Alami, il dit une chose qui est très claire. Il dit que cette candidature du Maroc n'a peur de personne et que le Maroc a beaucoup d'appui un petit peu partout. En tout cas, le Maroc doit réussir, je pense, à convaincre en dehors du continent. On ne va pas rentrer dans ce débat, la déclaration, par exemple. Non, mais quand je dis ça, Julie, je me réfère par exemple à cette dernière déclaration de Ben Tarki, l'équivalent du ministre des Sports en Arabie Saoudite,
qui a mis entre parenthèses, et en tout cas qu'il a dit que c'est pas sûr qu'on vote pour le Maroc. On va voir quel est on va voir d'abord l'intérêt de l'Arabie Saoudite avant de voter, parce que le Maroc mise énormément sur l'Afrique, mise énormément aussi sur l'Asie, en tout cas le Moyen-Orient et le lobbying des pays du Moyen-Orient au niveau de la Confédération asiatique de football. Les amis, rapidement, le football en Afrique, 4 sur 4 pour les équipes marocaines. Moi, je dois d'abord saluer la performance du Difa'ad El Jadida. Le Difa'ad El Jadida qui se qualifie pour la première fois pour la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Ça, c'est un exploit. Deuxième exploit, sortir l'AS Vita Club, qui est un grand club continental, finaliste en 2014 de cette Ligue des Champions, et le faire dans des conditions exceptionnelles à toute dernière seconde, l'égalisation d'Ayoub Nana. Bah oui. Bah oui, parce que c'était pas gagné d'avance. Ils partent sur un petit but d'avance ici à l'aller. C'était compliqué, ils avaient vendangé dans un terrain immonde, je me rappelle, moi j'avais vu le match, un terrain indigne de jouer pour un match de foot. Donc ils partent avec un petit but d'avance seulement contre un grand d'Afrique et du Congo. Donc c'est le deuxième club après le TP Mazembe, qui a déjà gagné une Ligue des Champions dans son ancienne mouture. Et qui était finaliste en 2014. Et de finaliste en 2014, effectivement aussi. Donc voilà, c'était pas un petit d'Afrique. Je pense que cette qualification en phase de groupe est importante pour le club, mais elle vient aussi dénoter de la bonne santé, qu'on le veuille ou pas, malgré les détracteurs, du football aujourd'hui marocain à l'échelle continentale. On a fait quand même 4 sur 4, ce qui n'est pas évident. Ce qui est, le Wydad retrouve quand même la phase de bois. On va dire il est habitué maintenant depuis 2-3 ans. Jdida a réussi cette performance-là. La Coupe de la CAF aussi, c'était carton plein. Donc je pense avec notamment Amine, ce bel exploit également de la Renaissance sportive de Balkan, une victoire 3-1 à l'aller face au club africain. On avait peur parce que franchement, Mohamedi a fait le match de sa vie face au club africain. Pas seulement. Et la stratégie avec laquelle l'équipe de Berkane et son entraîneur ont géré, Jawani ont géré ce match, a permis, et moi j'ai trouvé que c'était une victoire finalement logique, parce que même individuellement, si tu en prends aujourd'hui les joueurs de Berkane avec les joueurs du club africain, franchement, il y a match. Non seulement il y a match, mais en plus il faut dire qu'on a quand même un passif relativement lourd contre les équipes tunisiennes en Tunisie. Donc aujourd'hui, aller gagner en Tunisie sur un but du Beno Melkabi, d'ailleurs, ça fait très plaisir pour lui. C'est une sacrée performance. Aujourd'hui, on a beau se cacher ou minimiser les choses, je pense qu'avec cette victoire en Ligue des Champions du Wydad, il aime les fêtes, avec cette qualification en phase de poule cette année, avec ce qu'on réalise en CAF, aujourd'hui, tous les astres sont très largement alignés. Véritablement, la victoire au Chan, on va en Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous sommes sur une dynamique qui peut nous permettre de viser grand, d'engranger des titres. Parce que les derniers, en fait, on se rappelle de la trilogie magnifique du Mas de Fès il y a 4-5 ans de ça maintenant. Donc voilà, le Fès, le Mas il n'y a pas longtemps, les demi-finales en Coupe de la CAF, cette victoire du Wydad. Aujourd'hui, nous avons 4 sur 4 au niveau des qualifications. Je pense que tous les voyants sont en vert. Je trouve, peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de botolistes qui s'exportent, ou en tous les cas dont on parle. Bien sûr. Non, mais c'est rassurant, parce que on a tout à l'heure, j'allais dire une chose, quand on dévoile le logo pour ce mondial-là, on tombe sur le logo. Le film qu'on a vu miraculeusement passer entre les mailles du filet. On a eu cette tendance. Cette tendance à l'autoflagellation. Et c'est ce que je dis, le film est passé entre les mailles du filet. Mais on a cette tendance à l'autoflagellation, je trouve, dans le football, qui est quand même incroyable. Véritablement. Parce que j'aime ça et parce que c'est un peu mon métier, donc je suis religieusement la Botola depuis des années. Moi, je trouve qu'on a une Botola très attrayante. Et aujourd'hui, en plus d'avoir une Botola attrayante, on commence à avoir une Botola qui gagne au niveau africain. Et c'est une excellente chose, parce qu'une Botola qui gagne au niveau africain, c'est un boost moral. C'est éventuellement, c'est le Chan qu'on a pu voir aussi brillamment remporté ici au Maroc. C'est des joueurs qui vont s'exporter effectivement dans des... Azaro, on parle quand même d'un Azaro, qui est parti de Jdida. Voilà, Jdida, il devait partir à Montpellier, mais finalement il prend Jdida pour 300 000 € de plus, il me semble, et qui aujourd'hui se rapproche du buteur historique de l'Ahli. Il mène la danse en Égypte, et aujourd'hui il est en train de battre un record. Et qui, à mon avis, ne devrait pas rester longtemps en Égypte si jamais il fait la Coupe du Monde. Voilà, il est dans le groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons un championnat qui permet d'exporter des joueurs vers d'autres pays, des pays prestigieux, et nous avons aussi un championnat qui permet à ces joueurs-là d'aller frapper au port des équipes nationales, ce qui était encore une chose impensable il y a 2, 3, 4 ans. Donc aujourd'hui, je pense que véritablement, la dynamique est là. Il faut juste se dire qu'on tient un bon cap
et savoir remercier les bonnes personnes. C'est important. Et en tout cas, et ça veut dire surtout qu'il y a eu un travail de longue haleine pour avoir ces résultats aujourd'hui. L'équipe nationale, il en sera question dans la seconde partie du club. On va bien entendu... On a survolé rapidement. Il faut rappeler aussi que le Raja était le premier club marocain à aller gagner en Mauritanie. Si c'est pour cette info que tu m'as interrompu, je crois que tu ne réalises pas la chose. Le revoir. C'est juste pour lui l'occasion de faire un peu amende honorable. Tu sais pas ce que je viens de dire. Bien sûr, c'est ça. Non, moi, le Wydadi convaincu aujourd'hui, venir faire dire. Merci, je te remercie de relever ce point important. En tout cas, les amis, on va se retrouver nous dans un court instant avec d'autres brillantes remarques d'Amin. Mais les brillantes dans la seconde partie du club. Dans la seconde partie du club, j'ai pas de carton, sinon tu en aurais pris un. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club, semaine internationale bien entendu, préparatif à la Coupe du Monde 2018, ça y est, on est lancé avec, en ce qui concerne en tout cas le Maroc, 2 matchs amicaux, vendredi à Turin face à la Serbie et mardi à Casa face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan qui disputera un autre match le vendredi à Casablanca face au Sénégal. Il y a également vendredi le match entre la Tunisie et l'Iran. Les amis, on se lance, ça y est, c'est parti. La Coupe du Monde à moins de 3 mois maintenant, un petit peu moins de 3 mois avant le coup d'envoi de ce mondial. Julie, c'est une date, la seule date de la FIFA avant le début de la Coupe du Monde, avant les stages de préparation. C'est forcément un rendez-vous important. J'ai rien compris à la question, pardon. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde débute, c'est les dernières dates FIFA avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est 2 rendez-vous ultra importants. Oui, c'est plus clair parce qu'au début, on est d'accord, c'était pas très. Vous n'êtes pas sympa avec moi ce soir. non, je viens de donner une information importante. Plus ça pour le football. On va pas revenir sur ça. Je l'ai toujours pas avalé. Est-ce que tu sais Je l'ai toujours pas avalé. Raja... Ouais. Exactement. Est-ce que tu sais que le Raja, ce grand club marocain que tu dénigres tant? Ce sont 2 dates importantes, ce ne sont pas 2 dates capitales non plus, je pense, parce que, à mon avis, dans cette droite ligne, tout est quand même un peu déjà plus ou moins réglé. Je ne suis pas d'accord, votre honneur. L'importance de ces 2 matchs, c'est quand même effectivement il y a quand même une certaine homogénéité maintenant dans cette équipe. L'important, c'est de voir une homogénéité dans chaque compartiment de jeu, dans le bloc équipe en entier, dans la vie de groupe, voir comment est-ce que les nouveaux arrivés peuvent s'insérer ou non là-dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme plus et quel esprit d'équipe ils ont dans ce collectif-là. Après, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus à voir de ces 2 matchs-là. Pourquoi ? Notamment parce qu'à mon avis, les confrontations sont faibles. Je pense que la Serbie, à la limite, l'Ouzbékistan... Voilà, Kolarov, il y a du lourd, la Serbie. Oui, après, tu vois d'autres équipes qui ont réussi. Mais moi, je suis d'accord avec Julie. Je suis d'accord avec Julie, mais par rapport au groupe du Maroc dans lequel tu vas arriver, l'adversité que tu auras, à mon avis, est d'un autre niveau. Donc, je pense que c'est là où c'est un peu gênant. Je suis d'accord avec Julie. Au-delà du niveau des sparring partners, la Serbie ou l'Ouzbékistan, c'est que ce groupe, c'est que Hervé Renard, et la semaine dernière, dimanche, on en parlait dans le match, on a estimé il a son groupe à 90-92%. Ouais, je pense que c'est au niveau de l'attaque où il y a des places à prendre. Et à gauche. Le diable se cache dans les détails, tu le sais bien. Déjà, je vais pas être d'accord avec toi par principe. Parce que c'est une posture normale de ne pas être d'accord avec toi. Déjà parce que... Et le diable se cache dans les détails. Les 8% qui restent, pour moi, vont être très, très importants. Parce qu'aujourd'hui, on ne retient que l'attaque. Effectivement, Boutaïb n'est pas, pour nous tous, ou du moins ceux qui suivent un peu, le foudre de guerre, ou du moins pas au niveau des autres. Au-delà de Boutaïb, Amin, il y a le cas Boutaïb et il y a le cas l'éclosion d'El Kaabi et d'Azaro. Donc c'est pas que le problème Boutaïb. Au-delà, voilà. Donc Boutaïb aujourd'hui n'offre pas forcément pour nous tous, même si Renard aussi avec nous, voilà, les garanties nécessaires pour aller briller en Coupe du Monde. Tout ça combiné effectivement comme tu dis si bien, l'éclosion d'Azaro, donc qui cartonne en Égypte, et ce que fait le Kaabi au Chan. Donc c'est un sacré cas de conscience qui va être posé à Renard. Et ce n'est pas le seul, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce rassemblement va être crucial sur des points qu'on a, semble-t-il, oubliés. Donc par exemple, des avant-centres, l'arrière-gauche,
Hamza Mendy revient. Oui. Il est dans le groupe. Donc je pense que ça va être. Il est dans le groupe, mais il n'est pas au top niveau. Il n'est pas titulaire. Déjà, il est pas déjà du tout. Non, mais il est déjà. Il est dans le groupe. C'est un signal. On va dire, c'est un signal. C'est un signal. Aujourd'hui, on sait que Hamza Mendy est un vrai arrière-gauche de formation et de métier, contrairement à Achraf Hakimi. Donc voilà le deuxième point. Le troisième et non des moindres. J'ai dit les deux. Hein. Non, tu n'as pas dit. J'ai parlé des deux. J'ai dit l'attaque et à gauche. Non, tu n'as jamais dit. Exactement. Il a dit les deux. J'ai dit attaque et à gauche. Avec qui tu es, toi? Tu es en train. Non, mais avec qui? Avec qui tu es? Non, mais Amine, tu ne fais que confirmer ce que je dis. La troisième. Tu vas me dire le gardien de but. Voilà. Eh bien, Kenini. Ah bah le gardien de but. Non, mais oui, le gardien de but. Mais et là, je mets ma main à couper. Ça va être Mhamdi parce que le gars, c'est l'assurance. Donc aujourd'hui, moi je pense. T'as changé d'avis en une semaine. Non, c'est pas. Je dis. T'as changé d'avis en une semaine. J'ai dit. Ce que j'ai dit la semaine dernière, ça va poser peut-être la question se pose. Mais ça doit poser question, mais ça va pas quoi. Mais vous rigolez. Mais tu as été gardien, de but. Oh mon Dieu, l'énormité. Pardon, je retire. À quel niveau? Voilà, quel niveau. Non mais plus sérieusement, on est quand même en train de parler. J'ai été un très grand gardien de but. Un jour, il a même essayé de donner des conseils à qui. Mais dans ta rue, mais c'est ça le problème. Dans la rue, vite, on l'a raconté 15 fois. Sérieusement, moi je trouve qu'aujourd'hui, le débat du gardien de but doit être posé parce que c'est important. Nous avons un gardien de but qui est 6e de la Liga, qui cartonne avec une série de clean sheets incroyable, 7 d'affilée il me semble, avec un gardien de but qui ne joue pas. Et on va en Coupe du Monde. Là, il s'est pris 6 contre le Real Madrid. Ouais, non, mais et il s'est blessé. Est-ce que tu as vu le match? Oui, j'ai vu. Voilà. Il s'en prend 6, il en arrête 25. Il en arrête 25. Non, mais aujourd'hui, je trouve que c'est salvateur. De toute façon, il y a un problème, et oui, effectivement, mais il y a un problème de toute façon qui va se poser, qui est celui de la justice et celui de l'émotion. Comme à chaque fois dans les sélections. Je suis pas d'accord avec toi. Bien sûr que parce qu'au-delà de l'émotion, parce que ce monsieur, non, mais franchement, le débat se pose et c'est pour ça qu'on en parle. Tu arrives dans l'équité parce que ce n'est pas juste. C'est quoi l'équité? L'équité, c'est que le gars a été à chaque fois les amis. Oui, mais bien sûr. L'équité, qui doit rester dans les cages? Celui qui a toujours été. Parce qu'il a toujours été bon. Il n'a jamais été. Je te dis que c'est l'avis de Jalal. Tu sais que c'est mon avis. Son avis ne vaut rien. C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas réfléchir en termes de justice. C'est un vrai débat, Amine. C'est un vrai débat à prendre très sérieusement. Il y a encore 5 minutes, on ne veut pas débattre. Avec le Mhamdi, le Maroc a passé des éliminatoires. Avec Mounir El Mhamdi, il a un clean sheet tout au long des éliminatoires. 0 but encaissé. 0 but encaissé. Effectivement, après la participation à la Coupe d'Afrique, son club Numancia a décidé, parce que le monsieur elle est allé au clash avec le club, et donc le club l'a mis sur le banc de touche. La dernière fois qu'il a joué, ça a été contre le Real Madrid en Coupe d'Espagne. Il jouait déjà pas? Non, il joue les matchs de coupe. Il joue que les matchs de coupe. Et donc, ça a été éliminé. Aujourd'hui, ce monsieur, à chaque fois qu'il a été utilisé, il a été exceptionnel. Mais la question ne se pose pas. Il n'a pas encore fauté. Mais c'est ça la question. C'est pas. Non, mais c'est pas parce que. C'est ça la question aujourd'hui. Amine, je veux juste préciser un truc. Non, ce que tu veux dire, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il nous a qualifié. Pourquoi puisqu'il n'y a rien à lui reprocher, on resterait pas parce que ce monsieur nous a qualifié, a participé à la campagne de qualification, qu'il faut le garder. Ben non, pas du tout. Moi, je dis, c'est que ce mec n'a pas fait d'erreur. Il n'a jamais fait d'erreur. Et c'est le point fort de l'équipe du Maroc, c'est ce monsieur. Peut-être on se prive dans un tournoi auquel il n'a évidemment pas participé. Et on se prive peut-être de quelqu'un de mieux. C'est aussi simple que ça. J'attends la parole que tu veux me donner. Vas-y. Merci. Aujourd'hui, il n'est pas question de faire le procès de Mounir et de dire qui c'est qu'on doit prendre. Aujourd'hui, il est juste question de poser le débat parce qu'il doit être posé. On nous a appris depuis la nuit des temps que sur des compétitions majeures, tu prends les joueurs les plus en forme. C'est quoi les joueurs les plus en forme? C'est les joueurs qui jouent déjà, qui doivent être une condition sine qua non pour faire partie d'un... Mais il y a juste un truc. Non, mais s'il te plaît. Mais j'ouvre la parenthèse, juste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. 10 joueurs sur 11. 10 joueurs sur 11. Pas le gardien. Pas le gardien. Le gardien, on joue beaucoup sur la maturité, on joue beaucoup sur l'expérience, et on joue beaucoup sur l'homogénéité. L'homogénéité avec la défense et sur la confiance. On va donner la parole à Faisal Fajar qui n'évoque pas ce problème, mais il parle de ce rêve de participer à une Coupe du Monde. Faisal Fajar. Moi, je pense que pour n'importe quel joueur, disputer une Coupe du Monde avec son pays, surtout que nous, ça fait 20 ans qu'on attend ça. Avant, j'étais acteur, là maintenant avant j'étais spectateur et maintenant je suis devenu acteur. Donc voilà, c'est quelque chose qui, voilà, je peux à aucun moment vous dire exactement
ce que je ressens, voilà, c'est une joie parce que voilà, c'est ce qu'on a voulu transmettre à notre public, à notre pays. Et il y a plein de choses, c'est la famille, c'est le pays, c'est le Maroc. Et voilà, aujourd'hui, je suis satisfait d'avoir pu qualifier. On est satisfait d'avoir pu qualifier le Maroc et j'espère qu'on va faire un grand mondial et représenter bien notre pays. Moi, je crois qu'en fait, en Coupe du Monde, il n'y a pas de groupe facile. Je pense que toutes les équipes sont difficiles. C'est vrai que l'Espagne, c'est une grande équipe. On la connaît très bien. Le Portugal aussi. Voilà, et moi, aujourd'hui, le Maroc, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, on ne connaît pas trop l'équipe du Maroc. Mais bon, après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup en dehors du terrain. Mais on va nous connaître pendant cette Coupe du Monde. Et il ne faut pas non plus négliger l'équipe d'Iran. Et voilà, en tout cas, on est dans un groupe difficile. Mais on a notre mot à dire. Et en tout cas, on va tout donner pour se qualifier. Voilà, Faisal Fajr, l'équipe du Maroc a son mot à dire. Ouais, et j'aime Faisal bien Fajr... quand les joueurs disent tous les groupes sont difficiles. Ouais, non, mais toi, t'es tombé dans le groupe super pourri quand même. Hein. Celui-là, celui-là est crédible. Celui-là est véritablement crédible. Un petit peu plus compliqué que les autres. Ouais. Il est top. On l'a écouté la semaine dernière. On l'a eu au téléphone. Là, on est allé chez lui. Et puis, il parle aussi d'Hervé Renard. On l'écoute. Aujourd'hui, on sait que c'est... Voilà, j'ai pas besoin de vous dire les qualités ni la personne. Aujourd'hui, en Afrique, c'est pour moi le meilleur entraîneur en Afrique. Après, il a toutes les qualités pour entraîner en Europe. Et en tout cas, ce qu'il a fait aujourd'hui au Maroc et ce qu'il a fait en Afrique, c'est quelque chose de grandiose. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est certainement... Voilà, c'est comme ça. Dans le foot, c'est comme ça. Certainement parce que c'est en Afrique, mais en tout cas... C'est un grand entraîneur. Il a su faire ce que n'ont pas pu faire certains entraîneurs au Maroc, chose qui est difficile, c'est vrai. Ça faisait, comme je vous dis, ça faisait 20 ans qu'on n'a pas été qualifié. Et il a su faire de nous comme Arrête a fait, faire de nous des guerriers, une équipe solide, un pays qui aujourd'hui fait peur en Afrique. Et en tout cas, sur cette qualification-là pour la Coupe du Monde, il a été très très important. Voilà, Hervé Renard a été très très important, et c'est l'avis de ses joueurs avant de clore ce dossier équipe du Maroc, participation à la Coupe du Monde. Je redonne la parole à M. Amin Rahmouni il avait même pour donner son avis et dire à 99% qu'il est d'accord avec moi sur l'histoire des gardiens de but. Tu peux, franchement, sur l'histoire des gardiens de but, vas-y, je vais rien dire. Qui te la rend en passe direct. Vas-y. Sans contrôle. Vas-y. Ça, je t'ai rendu la parole. Non, vas-y. Non, mais c'est bon, j'ai dit. Je suis d'accord. Non. Je sais pas de quoi tu parles, mais non. J'ai pas d'avis. Mais je pense la vérité, si je peux ajouter un truc, je pense que en fait, le problème du gardien de but, au pire, tu as les deux de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le problème en tous les cas, moi, ce que je vois toujours qui plane au-dessus de la sélection, c'est toujours le problème, l'ombre de l'absent. Tu sais, l'absent qui aurait tout changé à tout. Et c'est là que, à mon avis, c'est vraiment à l'attaque que ça se situe, où Hervé Renard ne doit pas se planter sur qui il appelle, parce que je ne pense pas que l'ombre de l'absent peut être l'ombre de Boutayeb, alors qu'elle peut complètement être celle de Kaby ou d'Azaro. Ouais. En tout cas, vous êtes trop jeune pour vous en rappeler. Moi, je me souviens d'une histoire de gardien de but. Ça s'est passé dans le Maghreb, en Tunisie, juste avant la participation à la Coupe du Monde 78. Atouga, qui était le gardien historique de la sélection tunisienne, qui avait été mis sur le banc de touche tout au long de cette Coupe du Monde. Et on lui a préféré Neili, qui avait fait une bonne Coupe du Monde, mais on ne saura jamais si ça avait été une Coupe du Monde différente pour la Tunisie avec Atouga, la Tunisie qui avait été la première sélection africaine à gagner un match en Coupe du Monde. On a beaucoup parlé d'entraîneurs. Tu avais quel âge en 86 ? Tu avais quel âge en 86 ? J'ai eu mon bac en 86. Donc je pense que si tu avais été à la place de Zeki en 86, Mathéus n'aurait pas mis les coups francs. Non. Tant qu'on y est, dans ces délires. Les amis, l'histoire d'entraîneur. On a entendu, bien entendu, Faisal Fajr évoquer l'importance d'Hervé Renard. Il y a eu une polémique, on voulait en parler la semaine dernière, on n'a pas eu le temps, avec Zinedine Zidane. Il a tout réussi avec le Real Madrid, absolument tout gagné, et il se dit agacé par des questions un petit peu qui reviennent tout le temps sur sa légitimité sur le banc de touche du Real Madrid. On écoute Zinedine Zidane, après on va aller à Paris et à Madrid pour avoir les avis de nos consultants.
c'est la vie, ça, de ne pas gagner, de perdre parfois, de pas... Là, aujourd'hui, je suis le meilleur tacticien qu'Emery. Quelle connerie, en fait. Quelle connerie, en fait. Ça pour moi, c'est ça la plus grosse bêtise, en fait. Mais bon, il faut accepter. Il faut juste que... parce que dans peut-être quelques semaines, en fait, on dira que moi, je suis un idiot et que l'autre... comme il a gagné le match, en fait, il est meilleur et compagnie. Donc bon, voilà, c'est la règle du jeu en même temps. Mais c'est pour ça que moi, je regarde pas ça. Ce que je regarde, c'est ce que je fais moi, et la passion que je mets, le travail que j'y mets, et le fait d'être dans ce grand club avec ces grands joueurs, de profiter. Et voilà, reste. Alors, Zidane, est-ce un grand coach? On a posé la question par hasard, comme ça, à deux de nos consultants. D'abord, Hervé Penaud, à Paris. Zidane, idole évidemment de toute la France depuis 1998, et plus que ça. Eh bien aujourd'hui, franchement, ce qu'il est en train de faire sur un banc, c'est proprement stupéfiant. Personne n'imaginait déjà à l'époque qu'il serait entraîneur, et aujourd'hui ce qu'il fait avec les 2 Ligues des Champions gagnées, en plus cette manière qu'il a eu d'essayer de remonter son Real Madrid avant le match contre le Paris Saint-Germain, c'est la preuve qu'il a quelque chose. Il a quelque chose. Alors le problème, effectivement, c'est qu'il y a cette histoire de légitimité. Il serait moins légitime qu'un Guardiola, il serait moins légitime qu'un Ancelotti, il serait moins légitime qu'un José Mourinho. Simplement, c'est un jeune entraîneur. Et j'allais dire, je le classe pas pour l'instant, et j'espère me tromper. Enfin, j'espère. Il n'y a pas besoin d'espérer, parce que c'est 2 types d'entraîneurs, mais entre guillemets, dans les penseurs du jeu, c'est effectivement pas Bielsa, mais enfin, il vaut peut-être mieux avoir les résultats de Zinedine Zidane que ceux de Bielsa. C'est peut-être pas ce type d'entraîneur aujourd'hui qui a cherché à rebondir sur d'autres sorts. Attention, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne connaît pas le jeu, il le connaît parfaitement. C'était déjà un meneur hors pair. C'est quelqu'un qui a eu l'humilité de travailler à côté des plus grands, Ancelotti, Mourinho, etc. Ce qui veut dire qu'il a appris, parce qu'une de ses forces aussi, je pense, c'est son intelligence, figurez-vous. L'intelligence qu'il a, l'intelligence relationnelle, l'intelligence qui lui a permis à la fois de connaître le jeu, de connaître les hommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réussi à prendre à son compte. Il a réussi à redonner, si vous voulez, une âme au Real Madrid. Et là, c'est pas simplement technique parfois, c'est aussi humain. Et il a été très très fort. Mais ça n'enlève absolument rien à ses compétences tactiques. Mais ses compétences tactiques, je veux dire, elles vont s'améliorer dans le futur, inévitablement. C'est pour ça que l'idée de dire qu'il a écrasé Emery sur le plan tactique la dernière fois, je suis assez d'accord avec Zidane. Ça, vous savez, je dis pas que c'est des conneries, comme il l'a dit, mais en tout cas, c'est un truc qui est un petit peu excessif. Simplement, il a été parfait, il a parfaitement géré, maîtrisé ce rendez-vous. Et là, rien à dire, Zidane a été très fort. Maintenant, on l'attend évidemment plus loin contre d'autres équipes en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, donc est-ce que Zidane, je pose la même question et je la pose de très très loin, heureusement qu'il est à Madrid, est-ce que Zidane est un bon coach? Est-ce que Zidane est légitime au Real Madrid? On pose la question à Fred Hermel. Bonsoir les amis, content de vous retrouver. Bonsoir Hervé, oui je t'écoute, t'as presque été parfait, on aurait dit du Fred Hermel dans le texte. Bien sûr que Zidane est génial, bien sûr que c'est le meilleur. Mais oui, la relation avec les joueurs, elle est fantastique. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes mettent encore en doute le fait qu'il ait donné une leçon tactique à Emery. Ben oui, il a donné une leçon tactique à Emery. Lui-même, parce que c'est quelqu'un de modeste. Il ne veut pas être résultadiste. Je sais que c'est un mot qui plaît beaucoup, ça, résultadiste. C'est de la traduction espagnole. C'est-à-dire quand on tire une conclusion uniquement sur un résultat. Mais là, ce qui s'est passé à l'aller, 3-1, avec des changements géniaux contre le PSG, qui permettent de marquer 2 buts qui font toute la différence pour le match retour. Le fait de jouer sans Kroos, sans Modric à Paris, et d'être capable, tactiquement, de bloquer totalement le PSG et de dominer complètement cette rencontre, bah ça, c'est parce que tactiquement, il est très fort. Tu me dis, il va s'améliorer. Bah, je ne sais pas ce qu'il va faire quand il va être meilleur tactiquement, parce que là, il a déjà tout gagné. Par la Coupe du Roi. Ah oui, pardon, la Coupe du Roi. Oui, il faut qu'il s'améliore pour gagner la Coupe du Roi. Non mais sérieux, Zidane, il est modeste, mais les autres, on a le droit de dire qu'il est extrêmement bon tactiquement et qu'il a donné une leçon à Emery, c'est tout. Est-ce que ce problème de légitimité, comme expliqué par notre ami Fred Hermel, est-ce qu'on peut l'expliquer justement qu'à travers la modestie de Zinedine Zidane? Pourquoi aujourd'hui Zidane, qui a tout gagné, et je vous donne 1 minute chacun, pour me répondre, n'est toujours pas... Est-ce qu'on lui pose encore cette question? N'est toujours pas, on va dire, légitime? Je pense qu'effectivement, c'est un petit peu une question de la catégorie de coach dans lequel on est. Effectivement, on n'est pas face à un grand philosophe du football. Peut-être qu'il le sera à l'avenir, d'ailleurs. Ouais. Ça, on ne peut pas en préjuger. Donc pour toi, Julie, c'est plutôt sa communication
Je suis assez d'accord avec Reda sur ça. Je suis assez d'accord avec Reda sur ça. Je pense que c'est une question de communication. Je pense qu'aussi que ce qui fait sa force de bon coach n'est pas quantifiable à la tactique. C'est pas là où réside son énorme point fort. C'est clairement dans la relation avec le joueur, clairement dans l'esprit insufflé. Et je pense que la troisième chose, c'est qu'on ne l'a pas vu ailleurs. Et que tant qu'on ne l'aura pas vu ailleurs, et que tant qu'il n'aura pas fait ses preuves ailleurs, il y aura toujours ce problème de légitimité, à mon avis. Ce que tu viens de dire, Julie, le fait que ce ne soit pas un énorme tacticien et qu'il est proche des joueurs... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était pas là où était... Non. la chose qui Moi, je pense que c'est... Il n'est pas là parce que c'est le grand frère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit, en fait. J'ai dit que je pense que c'est un bon tacticien, mais je pense qu'il est bien meilleur ailleurs encore. Et que je pense que comme il est bien meilleur ailleurs encore, on doute justement de sa capacité de tacticien. Amine. Je pense que les doutes sont nourris par 3 facteurs combinés. Le premier, effectivement, sa communication. Le second, c'est qu'il est encore jeune. C'est qu'on a toujours l'impression que pour être un grand, il faut avoir passé un certain nombre d'années. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais te sortir tout de suite l'exemple Guardiola. Ouais, voilà, tout le monde revient vers Guardiola. Il est clairement dans l'autre école. Il est dans le Guardiola. En fait, Guardiola comme Xavi, il faut lire une interview de Xavi qui paraît récemment, l'explique très très bien. Guardiola et Xavi sont de parfaites émanations de Cruyff, du Cruyffisme. Donc effectivement, ils viennent avec une théorie déjà installée. Avec un dogmatisme déjà installé. C'est plus souffrir de la concurrence, en tout cas de l'image de Guardiola, comme par exemple le cas de Ronaldo, on va en parler dans un instant, avec Messi. Et je le continue et j'assume ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, Zidane pâtit de sa communication, pâtit de sa jeunesse dans le métier. Il n'a que 2 ans et demi à ce niveau-là et ce qu'il a gagné est impressionnant, et pâtit aussi de son image en tant que joueur. En tant que joueur, il avait l'image d'un garçon effacé, d'un garçon qui ne portait pas son équipe, pas techniquement, qui ne portait pas son équipe aujourd'hui en tant que capitaine qui parle. Donc je pense que même la deuxième, je te jure, c'est vraiment vrai. La combinaison des 3 fait qu'aujourd'hui, on lui accorde peu de légitimité, alors que, comme il disait Hermel, au niveau juste des résultadistes, au niveau du résultadisme, c'est impressionnant ce qu'il a réalisé. On ne devrait même pas avoir ni nous, ni ailleurs ce débat-là sur Zidane, bon ou pas bon. Nous on en parle. Non, c'est pas parce que la question c'est pas bon ou pas bon. La question c'est grand coach. Voilà. Grand coach, c'est vrai qu'il y a une question aussi de longévité. Bien sûr, tu veux pas aujourd'hui dire ça fait 2 ans et demi. On parle de grand coach et aussi de légitimité d'être sur le banc du Real Madrid. C'est-à-dire ça, c'est encore une autre histoire. Ça. Amine, c'est-à-dire que normalement, et comme le disait Julie, les gens ils passent par d'autres, excepté le cas de notre ami Guardiola, les gens ils passent par plusieurs étapes avant d'arriver au Graal. Le Graal, c'est le Barça, c'est le Real, c'est Chelsea, c'est Manchester United, et ces deux-là sont arrivés directement dans le Graal. Là, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Guardiola, on a tendance à penser qu'il était parachuté comme ça, et qu'il arrivait par Guardiola, encore une fois, je le répète, peut-être que je me suis mal exprimé, n'est que la parfaite démonstration d'un processus entamé avec Cruyff des 2-3 décennies avant au Barça. Et on l'explique très bien. Et tu verras que Xavi va suivre exactement, d'ailleurs il le dit dans son interview, va suivre exactement le même chemin que Guardiola. Peut-être pas avec les mêmes résultats, parce que Guardiola, on le rappelle, a eu une génération dorée exceptionnelle. Et peut-être que Xavi ne l'aura pas eu. Les amis, alors rapidement, oui ou non? Un grand coach légitime, oui ou non? Alors, oui, c'est un très bon coach. C'est un très bon coach. Donc non. Légitime, oui. Non, la question, elle s'affiche sur le... Légitime, oui, très certainement. Grand coach, on verra dans 5-6 ans, parce que je pense qu'il faut de la durée. Voilà, donc vous êtes d'accord. Légitime comme meilleur footballeur de l'année aussi, c'est Cristiano Ronaldo. Et énorme surprise, le scoop, les amis. Cristiano Ronaldo a été sacré footballeur de l'année chez lui au Portugal. L'occasion pour le joueur du Real Madrid et de la sélection de revenir sur une année, écoutez bien, exceptionnelle au niveau professionnel, bien sûr, les 5 titres gagnés avec le Real, la qualification pour la Coupe du Monde, mais aussi au niveau personnel. On écoute Cristiano Ronaldo. Bom, como vocês sabem, 2017 foi ano. Comme vous le savez, 2017 a été une fois encore une année exceptionnelle, tant professionnelle que personnelle. Ça a été une année inoubliable au niveau individuel, avec la qualification difficile pour la Coupe du Monde 2018. Une année inoubliable, historique aussi, au Real Madrid avec 5 titres gagnés, une année pleine de joie et d'émotion, avec un 5e ballon d'or, un 2e titre de meilleur footballeur au monde décerné par la FIFA. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sinon remercier ma famille, nous sommes 4,
Et ça a été un record aussi de faire 3 enfants en 3 mois. Ça devient pour moi une habitude de battre des records sur le terrain et au niveau personnel. 4 filhos, 3 mais. Feliz dia do pai. Dentro e fora de campo já começa a ser hábito os recordes. Il est habitué à battre les... Ça donne vraiment pas envie de le rencontrer. En tout cas, moi je l'ai trouvé, et on va écouter un autre extrait, il ne reste pas beaucoup de temps. Il est très touchant dans l'extrait que je vais vous proposer, où il appelle, parce qu'il y a aussi ce petit complexe du portugais face un petit peu à l'Espagne, et il appelle ses compatriotes, et surtout les joueurs portugais, à croire en eux, ils peuvent être les meilleurs, comme c'est son cas. É português, é pequeno, pensa pequeno, mas não. Un Portugais doit être petit, penser petit. Eh bien non. Année après année, nous devons continuer de croire que nous sommes les meilleurs. Moi, je crois toujours qu'il n'y a pas meilleur que moi, en tout cas sur le terrain. Quoi qu'on en dise, il faut toujours voir grand. Voilà, quand on prend la phrase comme ça, il n'y a pas meilleur que moi, on se dit, mais ce monsieur, c'est sorti de son contexte, ce monsieur, il est malade. Mais en fait, moi, je l'ai trouvé, et pour la première fois, très touchant, Cristiano Ronaldo. Oui, touchant, humain. Après, je pense qu'il délivre un message qui est très important. C'est qu'on a, tous les grands pédagogues, ou du moins les gens qui suivent le foot le disent, le talent seul ne suffit pas. Il faut du travail, mais il faut aussi une grande confiance en soi. C'est ça qui fait que tu peux sortir d'un centre de formation. Quand il y en a 1000, il y en a 10 qui sortent. Talent intrinsèque, inné, beaucoup de boulot, et si tu n'as pas confiance en toi, tu te perds en milieu. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, Ronaldo, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je crois que quand il remercie sa femme, ses enfants, sa famille et ses proches, je pense qu'il pourrait remercier également Lionel Messi. Parce qu'à mon avis, sans cette adversité-là, il n'aurait jamais travaillé autant. Et ça sera le mot de la fin. C'est pas vrai. Ça sera le mot de la fin. Bravo. À mon avis, non, à Manchester United, il n'y a pas de Messi. Et à Manchester, ils en parlent encore au niveau du boulot. Bravo, Julie. C'était le mot de la fin. Merci, Amine. Bravo aussi pour tes scoops de la première victoire du Raja en Mauritanie. C'est la fin de cette édition du Club des Amis. Merci à toute l'équipe. Merci à notre réalisateur ce soir, Mohamed Lafifi, Abdallah Jaafari. On va se retrouver tous ensemble mardi prochain pour débriefer les 2 matchs amicaux des Lions de l'Atlas, le mercredi donc à Turin face à la Serbie et l'Ouzbékistan, mardi soir à Casablanca. Ciao.